Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices du Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julien Legros, qui va nous parler de lui, mais aussi et essentiellement de Jean Villeray, autour du livre « Un jour, nos voix se tairont », puisque Julien Legros a fait un entretien. Alors, Julien Legros, bonjour. Bonjour Bernard, donc je suis ravi de participer à cette belle émission. Alors, comme je sais que tu reviens d'un festival, enfin des rencontres plutôt, qui s'appelle « Histoire de se rencontrer », dont nous avons parlé il y a 15 jours à peu près sur cette antenne, on annonçait le programme, Maëlys nous annonçait le programme, mais là tu en reviens. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de ces rencontres, de ce festival, les personnages que tu as eu l'occasion de revoir ? Alors, pour être tout à fait précis, donc moi je m'occupais de la communication et de la modération de certaines rencontres pour Histoire de se rencontrer. Et donc c'était une programmation assez extraordinaire en termes d'éducation populaire, puisqu'on a pu faire venir l'historien Christian Ingrao. Donc Christian Ingrao qui fait partie de la 3e génération des historiens du nazisme. On a pu faire venir Alain Gauthier et Thomas Riby pour parler de la bande dessinée Rwanda à la poursuite des génocidaires. On a pu faire venir le réalisateur israélien Eyal Sivan avec un débat d'actualité concernant évidemment la situation au Proche-Orient. Enfin bref, il y avait également toutes les associations ariégeoises que Maëlys Bouffartigue a évoquées dans ta précédente émission. C'était vraiment des échanges extraordinaires et puis un pari réussi, c'est-à-dire celui de
décloisonner un peu un territoire rural dans lequel on n'imagine pas forcément des conférenciers nationaux venir se déplacer. Donc c'était vraiment des échanges qui feront date, et donc ces échanges ont été enregistrés et ils seront probablement mis en ligne sur le site donc rencontre théâtrale du Carlyle. Alors justement, ce sont des rencontres qui se tiennent depuis déjà plusieurs années, depuis à peu près 4 ans, je crois que c'est la 4e édition. La première avait été parrainée par Edgar Morin. Et maintenant, alors c'est courageux, effectivement, comme tu dis, de faire tout ça dans cette région. Mais enfin, c'est pas n'importe quelle région, l'Ariège. Non, effectivement, donc pour être tout à fait précis, encore une fois, moi je suis normand, donc je suis une pièce rapportée, mais effectivement c'est une terre de résistance, c'est une terre de contestation. On l'a bien vu avec le récent mouvement des agriculteurs. Beaucoup venaient de ce pays-là. Et donc dans la libération de villes comme Foix, les républicains espagnols ont joué un rôle important. Il y a également le musée des enfants du château de la Île qu'a évoqué Maëlys lors de votre émission. Donc la directrice était présente. Gilbert Lazaro, qui est maire d'une petite commune qui s'appelle Bière, qui est président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation d'Ariège, était présent. L'amicale du camp de concentration du Vernet. Enfin, il y a toute une mémoire qui est très peu connue, et que cette initiative permet de faire réémerger. Eh bien, Julien Legros, il faudrait peut-être que je te présente. Je signale quand même que tu es journaliste, que tu as participé, alors j'ai vu dans la présentation, au journal Le Point, au journal Le Monde, au journal Le Courrier de l'Atlas, même à Africulture. Oui, Africulture. Absolument. Et qui était un ancien rédacteur en chef du journal Le Patriote Résistant. Alors ce journal, il faudrait me le présenter, parce que je me suis rendu compte qu'il existe depuis la libération, au moment de la libération, de la Deuxième Guerre mondiale, et que un des présidents, je ne sais pas si ensuite il a été suivi certainement, était Marcel Paul. Marcel Paul que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Eh ben, tu as des fréquentations tout à fait estimables. Écoute, c'est un journal qui a été créé en 1946 à l'instigation évidemment de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, dont Marcel Paul et Frédéric-Henri Manès étaient fondateurs. Donc ils ont été tous les deux déportés au camp de Borenwald. Et pour la petite histoire, Edgar Morin, dont on parlait, a été un des rédacteurs du Patriote Résistant, dont il est parti un peu avec perte et fracas, puisqu'il y a eu ce qu'on appelait l'affaire David Rousset, qui dénonçait ce qui se passait dans les camps soviétiques, et la ligne stalinienne de l'époque aidant, lui et Robert Antelme, qui travaillaient également pour la FNDRP, n'ont pas prolongé leur aventure aux côtés du Patriote Résistant. Donc c'est intéressant de voir un peu ces périodes de l'histoire. Mais cette association existe toujours? Oui, cette association existe toujours, tout à fait. J'ai vu qu'il y avait un site qui est quand même bien tenu avec l'actualité. On voit quand même pas mal de choses sur le site. Et tu y participes toujours? Alors non, pour ne rien te cacher, c'est une aventure qui ne s'est pas très bien terminée. Et d'ailleurs, Jean Villeray, dont on va parler, m'a soutenu dans ces événements-là. Alors Jean Villeray a été le président de cette association. Absolument. Donc c'est peut-être comme ça que tu as eu l'occasion de le rencontrer, donc pour faire ce livre, « Un jour, nos voix se tairont ». Alors d'abord, je trouve le titre très beau. On te l'a suggéré ou tu l'as trouvé? Alors oui, pour être tout à fait honnête, c'était pas du tout mon idée. Moi, personnellement, je trouvais que ça correspondait pas à la personnalité de Jean, qui était quelqu'un d'extrêmement dynamique, et c'était dans le contraire de la résignation. C'est donc la responsable éditoriale des éditions Alizio, qui s'appelle Elisabeth Fichera, qui a eu cette idée. Et puis, en y réfléchissant, j'ai trouvé que c'était un titre qui était quand même porteur, puisque ça crée une interpellation.
sur le fait que, effectivement, malheureusement, nos résistants déportés ne sont pas éternels. Je te le disais hors antenne, par exemple, Marcel Suilereau, qui a été à Sachsenhausen, vient de décéder. La force d'interpellation de ce titre-là, je la prends et j'espère que ça permet aussi de porter ce qui est le cœur de l'ouvrage, à mon avis, c'est-à-dire qu'est-ce que la mémoire et qu'est-ce qu'on en fait. Alors, Jean Villeray, malheureusement, est mort l'année dernière. Il allait sur ses 101 ans. Il est mort peu avant, je crois. Et il est mort à Créteil, donc pas loin d'ici. Et il y a sa biographie dans le Métron. Alors, si je prends le chapeau, comme ils font dans le Métron, je vois donc Jean Villeray, né le 11 décembre 1922 à Mauron, dans les Ardennes, tourneur chez Bimetal, puis releveur de compteurs chez EDF. Alors après, bien sûr, résistant, déporté, coprésident de l'association des déportés. Donc, tourneur mécanicien, Jean Villeray habitait chez ses parents, au 19 rue Louis Hurtel, à Maison-Altor. Et puis, son père était contremaître aussi, c'est lui qui l'a fait rentrer dans l'usine où il a travaillé par la suite, et sa mère était couturière. Bon, alors ça, c'est simplement la présentation, le chapeau du Métron. Mais là, on va en apprendre beaucoup plus avec toi. Mais avant même de continuer, j'aurais voulu qu'on l'entende déjà, Jean Villeray, parce que j'ai amené quelques entretiens, quelques bribes d'entretien. Et j'ai vu qu'il avait fait un entretien très récemment, le 24 septembre 2022, au Grand Orient. Alors, on va écouter déjà cette première séquence de Jean Villeray, comme ça on aura sa voix et on aura le thème de son... Mon matricule à Dachau, 101 923, et au camp de Nesvener, Struthof, 19 410. Je m'appelle Jean Villeray. Je suis un citoyen libre, je suis ancien résistant déporté, qui a survécu miraculeusement. Malgré, j'ai eu le typhus, j'ai eu les résipelles, j'ai eu un flegmon à la gorge, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour parvenir. Je suis revenu, je suis un miraculé. Et je témoigne. Je témoigne de ce que j'ai vécu pour que ça ne se reproduise pas. Et j'ai vu arriver cette Seconde Guerre mondiale, c'est ce que je dis aux jeunes. Il fallait être aveugle pour ne pas le voir. Et c'est pour ça que je récrimine pour les dirigeants politiques de l'époque qui ont laissé faire. Je suis au cours complémentaire. En même temps, je suis la situation internationale. Donc, il y a ce problème. Il y a Munich, les accords de Munich. Ensuite, il y a une grève des travailleurs pour protester contre les accords de Munich, et tous ceux qui faisaient la grève étaient soi-disant foutus à la porte. Et moi, ce jour-là, avec deux autres copains, dont un qui avait de l'argent, on décide, nous aussi, de faire la grève pour les appuyer. Donc, la guerre arrive. Mon père, j'aurais dû retourner à l'école, mais mon père m'a dit « Non, maintenant tu vas travailler ». Donc, il était contremaître à l'époque, mon père, au Bimetal. Donc, il me dit il m'a fait embaucher au Bimetal et j'apprends le métier de tourneur. Donc, le temps continue à passer, et avec 3 autres camarades, le 1er novembre 1942, j'avais été au cinéma l'après-midi avec mes autres copains, je rentre, ils me disent « Bill, si tu veux, mais ces 3 camarades, si tu veux, on a décidé de partir en zone libre. Est-ce que tu es d'accord pour partir avec nous ?» Je leur ai dit « Oui, je suis d'accord. » Donc on logeait dans une pension de famille, et là, je me dis je vais aller travailler dans une ferme. Je demande à l'inspecteur du travail, il me l'accorde. Dans l'intervalle, j'étais devenu réfractaire à la relève, parce que j'étais convoqué dans les premiers jours du mois de janvier pour partir travailler en Allemagne. Je n'y suis pas parti vu que j'étais en zone libre, qui n'était plus libre, parce qu'elle a été envahie après le débarquement en Afrique du Nord
le 8 novembre. Évidemment, la loi sur le STO passe au mois de février et automatiquement, je me retrouve dans le lot. Je suis de la classe 42. Et là, je reçois Alors là, je ne l'ai pas gardé, ça. Je n'ai pas gardé la convocation. Je n'ai pas obtempéré. Je ne suis pas parti. Et au mois de juin, je reçois un télégramme de la gendarmerie de Périgueux m'enjoignant d'être le lendemain à Périgueux, à tête caserne, pour partir travailler en Allemagne. Le lendemain, je prends le train et je ne vais pas, je m'arrête à Périgueux pour changer de train et je reviens à Maisons-Alfort, où je reste jusqu'au mois d'août. Et j'arrive à me procurer une fausse carte d'identité, parce que pour passer la ligne de démarcation en train, il fallait une carte d'identité. Donc je rentre à Paris, et là, à Paris, évidemment, j'arrive par un de mes camarades qui travaillait avec moi aux établissements de Grimard, et j'avais des contacts. Un jour, il me dit, si tu veux, j'ai mon beau-frère qui travaille à la TCRP, c'était l'ancêtre de la RATP, les autobus. Il me dit, si tu veux, tu peux rentrer dans les francs-tireurs partisans. Je savais que ça existait, mais pour y rentrer, on n'y rentrait pas comme on rentre dans un marchand de tabac. Donc j'ai rendez-vous le 31 décembre, j'ai rendez-vous avec un gars, donc on m'avait donné son signalement, ça devait être à la porte d'Italie, donc j'ai rendez-vous avec lui, il me dit, tu veux rentrer dans les francs-tireurs partisans? Je lui dis oui, il lui dit, tu sais que si t'es arrêté, tu seras fusillé? Je lui dis oui, j'ai pas hésité. Donc je rentre dans les francs-tireurs partisans, et le 31 janvier 1944, tout le groupe est arrêté. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem. Vous avez entendu la voix de Jean Villeray. Jean Villeray qui est le thème d'un livre dont nous allons parler dans cette émission qui s'appelle « Un jour, nos voix se tairont ». Et Jean Villeray a fait un entretien avec Julien Legros. Alors, Jean Villeray, d'après ce que j'ai su en lisant le livre, avait beaucoup d'attention pour transmettre ce qu'il avait vécu. Il pensait que c'était très important, cette mémoire. Alors, est-ce que c'est aussi ce qui t'a poussé, toi, Julien, à l'aider à faire passer cette mémoire, si on peut dire? C'est vraiment une rencontre, en fait. C'est-à-dire que Jean Villeray, c'était mon employeur, comme on l'a un peu dit, puisqu'il était président délégué de cette association. Et donc, en voyant sa personnalité, en voyant ses interventions à la fois dans des cérémonies qui étaient des véritables marathons, parce qu'en fait, la journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation, le dernier dimanche d'avril, Jean Villeray, son agenda du matin, c'était une cérémonie à Maisons-Alfort, une cérémonie à Alfortville. Il allait ensuite au mémorial des martyrs de la déportation sur l'île de la Cité. Il avait plus de 90 ans passés. Il allait à la cérémonie du mémorial de la Shoah. Il finissait à l'Arc de Triomphe, où il chantait donc le chant des marais. Évidemment, à la fin de la journée, il était complètement exténué, mais voilà, il avait cette force qu'il habitait, cette conviction, et puis ses prestations, entre guillemets, auprès des élèves étaient extraordinaires, parce qu'il avait ce style qui est celui d'un petit gars de la banlieue parisienne, de ce qui n'était pas encore le Val-de-Marne, des bords de Marne. Et donc, il savait s'adresser dans un style très direct aux jeunes, avec beaucoup d'humour. Et je me suis dit que il fallait laisser une trace, quoi, en dehors du film dont il est l'un des protagonistes, qui s'appelle La Voix du rêve, et dont on aura l'occasion de reparler. Alors, j'ai vu que ton livre était dédié à la mémoire de François Legros. Alors, François Legros, si je ne me trompe pas, c'est ton père. J'ai vu qu'il était historien, professeur d'histoire et de géographie, et j'ai lu
l'article que tu as fait paraître dans Mediapart, un peu sur son histoire. Alors bon, on ne va pas faire toute l'émission sur François Legros, je pense que ça mériterait une émission, mais ce qui m'a intéressé en particulier, c'est tout ce qui concerne son service militaire, parce que nous, comme on est dans une émission pacifiste et qu'on n'aime pas les militaires, ce qu'il raconte sur les militaires est intéressant. Tu peux le résumer ? En fait, il a aussi sa notice dans le métron, qui a été fait par quelqu'un qui m'est très cher, qui s'appelle Jean-Paul Salle. Et donc, mon père était dans un régiment disciplinaire, pour raison disciplinaire, dans un régiment de parachutistes à Carcassonne, et qui devait partir au Liban. Et donc, son quotidien, c'était d'être avec des paras qui écoutaient des chants... des éditions La Serpe de Jean-Marie Le Pen, des chants néo-nazis. Donc dans cette ambiance-là, évidemment, il a tout fait pour se faire transférer au plus vite. Alors je pense qu'il est allé à Lyon, si mes souvenirs sont bons. Oui, la caserne du sergent Blandan, si je me souviens bien, effectivement. Alors là, j'ai vu qu'il y a eu un accident, qu'il avait été repéré et transféré en Allemagne. Alors... Et en Allemagne, il était encore dans un camp, enfin, c'est pas dans un camp, dans une caserne, comme il dit, semi-disciplinaire. Alors, donc, son service militaire, je crois qu'il n'en avait pas gardé un très bon souvenir. Non, effectivement, après, c'est pas forcément... Chaque expérience est différente, mais je pense que ça a renforcé ses convictions. Et donc, le lien, finalement, avec tout ça, c'est qu'il a créé, bien plus tard, en tant qu'enseignant, un atelier patrimoine dans son collège, et qu'il a fait plusieurs ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale avec ses élèves collégiens. Et ça m'a amené donc à fréquenter l'association Mémoire Vive du convoi des 45 000 et 31 000 d'Auschwitz-Birkenau, que à cette occasion-là, j'ai rencontré donc Hélène Amblard, qui était l'ancienne rédactrice en chef du Patriote Résistant que tu connais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur ce créneau-là, entre guillemets. Alors, j'ai vu que tu étais très jeune, tu avais 11 ans, en 1996, quand tu as chanté un poème de Arthur Poitevin. Alors, on va dire qui était Arthur Poitevin. Un poème poème et chanson qui s'appelle « La voix du rêve ». Et qu'ensuite... Non, c'est pas ça. Alors oui, je me permets une petite rectification. Oui. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, le collège Paul Verlaine, où mon père enseignait, avait un atelier musical. Et qu'ils ont fait un ouvrage donc, sur la résistance dans la région de Bayeux, donc le Bessin, dans le Calvados. Et l'atelier musical de ce collège a chanté La Voix du Rêve. Donc c'est la première fois que j'entendais La Voix du Rêve, en 96. Et je l'ai réentendu donc 23 ans plus tard, en 2019, chanté par Jean Villeray. Alors à quelle occasion ? Il a chanté ça comment ? Comment tu l'as réécouté ? Il chantait ça au congrès de l'association dont il était président, la FNDRP, mais dans d'autres occasions, la veillée au flambeau à Natzweiler-Struthof, donc au camp. En fait, il a sorti donc ce chant, on en parle beaucoup plus précisément dans le film La Voix du Rêve, des oubliettes. C'était vraiment l'hymne des déportés de Natzweiler-Struthof, qui est assez méconnu. Et grâce à un ami socialiste qui était également au camp, il a retrouvé les paroles de ce chant. Et il lui a redonné un second souffle en le chantant partout où il pouvait, à toutes les manifestations publiques auxquelles il participait. Alors, il faudrait peut-être dire un mot. On va l'écouter, justement, oui. Jean Villeray. On va l'écouter chanter. Mais avant, je voudrais quand même qu'on précise ce fameux camp où ça a été écrit, cette chanson. C'est un camp qui était en France, à quelques kilomètres de Strasbourg. Pourquoi on a mis, justement, des déportés, des internés dans ce camp ? Parce qu'en fait, ce camp est... Donc, il faut rappeler qu'en mai-juin 1940, l'Alsace-Moselle est annexée par l'Allemagne nazie et que pour le Reich, pour le Troisième Reich, ça faisait partie de l'Allemagne en fait.
Donc la grande surprise de Jean Villeray et de ses amis qui ont fait partie de ce convoi de 7 juillet 1944, c'était de découvrir qu'ils étaient dans la vallée de la Bruche, qu'ils étaient en Alsace et qu'ils étaient en France. Et d'ailleurs, Dachau, le camp de Dachau, où il a été transféré après l'évacuation du camp, était considéré comme un commando du Struthof. Alors on va l'écouter, Jean Villeray, parce que ça vaut la peine quand même de l'entendre chanter. C'est un extrait du fameux film. Quand revient le moment du rêve, à la maison, nous voici de retour. La chaise est à sa place, au coin de table où nous prenions nos repas chaque jour. Voici venir les chers visages, nos bien-aimés, nous sourient tendrement, pour ne pas troubler ce mirage, les gars ronflés plus doucement. Écoutez, c'est la voix du rêve qui revient chanter en nos cœurs. Une aurore se lève, présageant pour l'avenir des jours meilleurs. Mirador, barbelés et chênes ne seront plus qu'un souvenir amer. Nous rirons de nos peines, bien loin de Natzweiler. Je suis arrivé le 10 juillet 1944 et le dimanche suivant, j'ai entendu cette chanson, La Voix du rêve, qui avait été écrite par Arthur Poitvin. Et cette chanson, elle m'est restée. J'ai assez de mémoire. Je ne suis pas très fort en solfège, mais l'air m'est resté dans la tête. On peut dire que c'est véritablement la chanson de la déportation. Il y en a certainement d'autres, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est celle-là. Et je continuerai à la chanter tant que je pourrai et que je m'en souviendrai. Alors vous venez d'entendre justement Jean Villeray qui a presque 100 ans chantait encore La Voix du rêve. Cette chanson, il faut dire que c'est une chanson d'espoir, c'est une chanson de quand on va sortir du camp. Oui, absolument. C'est le refrain le dit très bien. Nous rirons bien de nos peines, bien loin de Natzweiler. Et voilà, effectivement, c'est un chant d'espoir par comme il l'a dit, un résistant déporté aveugle normand, Arthur Poitvin, qui était musicien, donc qui était organiste aussi à la cathédrale de Bayeux, donc qui était d'un petit port qui s'appelle Port-en-Bessin, et qui est parti trop tôt en 1951. Et ce film donc qui a été réalisé par l'association Mine de Rien permet de restituer cette histoire-là. Et pour lui rendre hommage, il est question que le Centre européen du résistant déporté, donc qui gère l'ancien camp du Struthof, fasse des panneaux disponibles en braille pour rendre hommage à ce déporté aveugle. Alors Julien, je sais que tu connais cette chanson par cœur, je ne vais pas te demander de la chanter, mais je signale quand même que dans le livre, donc Un jour, nos voix se tairont, il y a toutes les paroles de la chanson. Et c'est un poème, quoi. C'est un poème qu'on peut lire. Alors, ces survivants des camps nazis, Julien, tu en as rencontré plusieurs avant de faire le livre avec Jean Villeray ? Oui, effectivement, j'en ai rencontré d'autres dans le cadre de mon travail, des hommes, des femmes, et puis j'ai un projet avec une association donc, qui s'appelle l'Association de défense des valeurs de la résistance, qui a été créée par un ancien résistant qui a fait partie qui était secrétaire sur la séance du programme du Conseil national de la résistance, donc qui s'appelle Robert Chambéron, donc pour rencontrer des témoins
filmait des témoins et des fils et filles d'eux, voire petits-fils ou petites-filles qui ont été irrigués par ces parcours-là. On est encore dans le cadre de la transmission. Alors, comment tu t'es intéressé, toi qui es tout jeune, à ces personnes âgées, là, enfin, ces personnes, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que tu as senti la nécessité de faire passer cette mémoire? Il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que c'était d'abord dans un cadre professionnel, et puis aussi de se poser la question de l'histoire et de ce que ça peut nous permettre de tirer comme enseignement pour aujourd'hui, et puis de questionner un peu aussi cette façon de transmettre. Je donne un exemple, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Jean Villeray était vent debout contre ça, parce qu'il trouvait que c'était un espèce de pensum. Donc évidemment, il était pour la transmission, mais lui, il explique bien dans l'ouvrage que pour lui, la mémoire, passer la mémoire, transmettre la mémoire, c'était une façon d'être dans la continuité du combat de ses camarades qui sont morts en déportation. Mais par rapport aux autres sujets que tu pouvais traiter, je ne sais pas, sur l'Afrique ou autre, ça sort un peu de ton champ, Jean Villeray, ou ça faisait exactement partie de ton champ d'intérêt Le point commun, c'est la mémoire et les valeurs dans ce qu'ont vécu les résistants. Je parlais du Conseil national de la résistance. Il y a des choses dans lesquelles on peut puiser. Qui est toujours remis en cause actuellement. Hein. Absolument, qui est égratigné. Et d'ailleurs, Jean Villeray, qui a été releveur de compteur pour EDF, directeur de maison familiale dans les œuvres sociales créées par Marcel Paul, donc la Caisse centrale d'activité sociale, parle notamment dans le livre du projet Hercule et de tout le démantèlement des services publics. Il se définissait comme un homme de gauche, même s'il n'a jamais été encarté. Il se définissait comme un gaullisto-communiste. Ah bon? Gaullisto à cause l'appel du 18 juin 40, qu'il n'a pas entendu comme beaucoup, mais qui lui a redonné un coup de fouet, comme à tous ces jeunes qui se sont engagés dans la résistance. Oui, parce qu'il faut dire qu'il avait à peine 20 ans quand il s'est engagé. Oui, et puis il illustre parfaitement ce que Jean Maitron appelait les obscurs et les sans grade, c'est-à-dire que c'était pas un résistant flamboyant ou un super résistant, comme il le dit. Il a été résistant pendant un mois, et il a été au sein des francs-tireurs et partisans français. Il n'a pas eu le temps de faire des actions importantes, mais finalement, c'est après et dans la transmission qu'il a vraiment mené un combat extrêmement important. Alors on va l'écouter encore, Jean Villeray. Là, il continue à raconter son histoire. Je conseille bien sûr de lire le livre, parce qu'il est beaucoup plus complet que les extraits qu'on va entendre. Et là, Jean Villeray, justement, parle de son arrestation et de comment il est arrivé au camp. Sur dénonciation, tout le groupe est arrêté. Il y avait certainement une taupe à l'intérieur. Et là, eh bien, je suis interrogé. Il connaissait tout. Il savait tout. Alain Lannet, il avait tout. Je ne pouvais pas échapper. J'avais donné mon adresse et tout. Il avait redonné aussi, lui. Donc, je suis interrogé. Pas frappé. Pas frappé. J'ai eu cette chance-là, je ne sais pas pourquoi. Et le 3 février, on nous remet entre les mains de la Wehrmacht, des autorités militaires allemandes. On ne nous met pas entre les mains de la Gestapo, hein. On nous met entre les mains des autorités militaires allemandes, et je suis interné à la prison de Fresnes, en 3e division, cellule 169, mis au secret. Vous resterez combien de temps à Fresnes? Alors à Fresnes, je suis resté du 3 février au 7 juillet 1944, et toujours au secret. Et quand j'ai été interrogé par la Gestapo, j'ai dit que je ne savais pas que j'étais dans les francs-tireurs partisans, que j'étais rentré dans ce groupe de résistance pour combattre les Allemands une fois que le débarquement aurait lieu.
Évidemment, il ne m'a pas cru, évidemment. Il parlait très bien le français. Mais là, c'était la Gestapo, rue des Saussets. Bon, je lui ai raconté une histoire à dormir debout, et que mon père trompait ma mère, et c'était vrai. Et ça me faisait aussi mal au cœur, ça, des moments de midi, peut-être. Et que j'avais ce pistolet justement pour faire peur à cette dame. Le 13 mai, une partie du groupe est jugée, condamnée à mort. J'ai 8 camarades qui sont fusillés au Mont-Valérien le 20 mai. Et donc, on m'a dit, vous préparez vos affaires, vous partez en Allemagne. Je dis, je vais travailler en Allemagne, je veux bien trouver le moyen de m'évader quand même. Donc, on traverse la zone de maquis. Les maquisards attaquaient pas les trains de voyageurs. Ils attaquaient que les trains importants grâce au réseau Résistance France, Résistance Fer. On arrive le lundi matin à la gare de Strasbourg. Donc, on détache notre wagon. On mourrait toujours de soif. On détache notre wagon. On se retrouve attaché à un autre train. Et on remonte en direction on remonte en France. Et là, on se pose des questions. Et on se dit, mais où on va? Et dans notre wagon, on avait un monsieur qui s'appelait le comte de Gramont, un résistant, lui aussi, qui n'est pas revenu. Il n'a pas supporté le régime concentrationnaire. Eh bien, il nous dit, les enfants, il était plus âgé que nous, il nous dit, nous sommes dans la vallée de la Bruche. Donc, on arrive au camp, évidemment. Les premiers jours, d'abord, le lendemain, on nous fait une piqûre. Notre groupe, on était dans le bloc des Français. On nous fait une piqûre sans nous demander, d'ailleurs sans changer l'aiguille à chaque fois. Hein. On nous fait une piqûre. On n'avait pas demandé pourquoi on nous faisait une piqûre, parce qu'il fallait ne rien demander. Parce que déjà, on savait comment c'était. Quelques camarades, je retrouve d'abord des camarades qui étaient arrivés de mon groupe, qui étaient arrivés avant moi. J'étais un des derniers arrivés au camp. On fait rien la première semaine, quelques corvées. Et la semaine suivante, je suis affecté au commando du Struthof. Donc on va travailler dans ce lieu-dit, le Struthof, d'où est partie la construction du camp. Ce Struthof, c'est un lieu-dit où les gens, la bourgeoisie de Strasbourg, peut-être d'autres villes, avant la guerre, venaient faire du ski de fond. Et puis l'été, ça servait, parce qu'ils avaient mis une salle express, ils appelaient ça la salle des fêtes, bien équipée, justement pour les gens qui venaient là pour passer quelques jours. Il y avait aussi également un hôtel-restaurant qui était là et qui avait été réquisitionné. J'ai évité au maximum de prendre des coups. J'en ai pris parce que le premier jour, quand le capot du Struthof m'a dit Arbeit, Arbeit, moi je ne sais pas ce que ça voulait dire, il m'a balancé une gifle dans la figure à me faire tomber par terre. Eh bien, j'ai compris qu'Arbeit, ça voulait dire que c'était le travail et qu'il ne fallait pas que je reste là comme un con à le regarder sans savoir où j'allais aller. Je ne savais pas quoi faire. Donc après, je me suis habitué. J'ai pris les habitudes du camp aussi. Hein. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes en compagnie de Julien Legros, qui a écrit avec Jean Villeray, le titre de l'auteur c'est Jean Villeray, un livre qui s'appelle « Un jour nos voix se tairont », d'ailleurs au sujet de l'itinéraire de Jean Villeray, à la fois dans la résistance et son passage malheureusement dans les camps. Et justement, le chapitre que Julien consacre au camp s'appelle « L'enfer de Dante ». Alors, l'enfer de Dante, pourquoi ce titre? Alors, pourquoi ce titre? C'est parce que justement, Jean décrit la façon dont les déportés qui sont arrivés avant lui, donc ceux qui étaient du convoi
Roger Linné. Donc Roger Linné, c'est une figure du Parti communiste, mais aussi du syndicalisme des métallurgistes. Roger Linné et ses camarades Max Nevers et Roger Leroy, dans un livre, La résistance en enfer, 43-45, décrivent la façon dont ils arrivent au camp. Et effectivement, Jean arrive après, comme il le dit, il arrive au camp le 10 juillet 1944, et donc forcément, l'ambiance est différente, puisque ça sent déjà le roussi pour l'Allemagne nazie, et donc son témoignage, c'est qu'ils ont été traités moins durement que ses devanciers. Ça ne veut pas dire évidemment que c'était les vacances. Mais donc l'enfer de Dante, c'est la formule qu'il utilisait pour décrire la façon dont les prédécesseurs ont été traités, avec notamment le fameux Franz Hermann Traut, dit Fernandel, à cause de son air chevalin, qui était un capot absolument épouvantable et qui tapait sur les déportés pour le plaisir. Alors justement, il y a des détails justement sur cette vie au camp. Alors c'était pas un camp d'extermination, je crois, le Strudhof, c'est contrairement à Dachau. Non, c'était pas un camp d'extermination. Il y avait une chambre à gaz expérimentale. Il y a des personnes d'origine juive qui ont fait l'objet d'expérimentations absolument épouvantables, mais effectivement c'était un camp de concentration nazi. Eh bien, on va l'écouter encore, Jean Villeray, là, où il nous raconte, lui, sa vie au camp. On savait qu'il y avait l'infirmerie, évidemment, mais on ne savait pas qu'ils faisaient des expériences, on ne savait pas qu'ils avaient gazé des femmes, personne ne nous l'a dit, ça. Hein. On ne savait pas... On a su qu'il y avait eu quelque chose avant qu'on évacue le camp le 4 septembre, parce que ils ont assassiné les membres du réseau Alliance, et puis des maquisards qui devaient venir nous libérer le camp pour aller où on serait allé, on n'en sait rien, parce que ils n'étaient pas encore battus. Mais on voyait la fumée la cheminée du camp qui fumait, mais c'est tout, non? Expérience médicale, je ne peux pas dire que j'ai connu tout ça. Chaque déporté a souffert. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas dire à quelqu'un j'ai souffert plus que toi. Non, chacun a subi sa déportation dans son corps, dans son esprit. C'est ça le plus important. Mes camarades me racontaient ce qu'était... Je m'étais lié d'amitié avec un dénommé Viéville. Bon, il me racontait ce qu'ils avaient subi quand ils sont arrivés en 1943. Mais après, j'ai subi. Mais il y a toujours des camps annexes, qu'on appelle ça, mais des commandos, où les gens étaient maltraités. C'est encore une question de chance, suivant le camp ou le commando dans lequel on se travaille. Moi, quand je suis arrivé au camp d'Alac, comme j'étais métallurgiste, on m'a mis dans un hall de la BMW, puisque on était loué par les SS aux industriels allemands pour leur industrie de guerre. Je me suis retrouvé, moi, métallurgiste, à travailler 12 heures de jour ou 12 heures de nuit, toujours debout, même quand on avait l'arrêt pour manger. C'était 12 heures debout, sans arrêt. Et en plus, l'appel avant, l'appel après, pour y aller. Donc c'était... Et si j'avais été affecté au commando de Dikérov, qui était une entreprise de travaux publics qui construisait un bunkerol, genre base navale de Saint-Nazaire, donc indestructible à l'époque, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas tenu le coup. J'étais trop mal en point déjà parce que j'avais maigri,
quand je suis arrivé au camp à ce commando de la BMW, j'ai oublié de le dire ça, mais j'avais le premier soir où j'ai tendu ma gamelle pour avoir ma louche de soupe, celui qui nous servait, je retirais ma gamelle, il me dit « moment ». Donc j'arrête, il retrempe sa louche, il m'en remet un peu dans ma gamelle. Je ne lui avais rien demandé. C'était un Polonais allemand, je crois, il y avait les deux nationalités, il s'appelait Lamec, je crois. Il s'appelait Lamec, en tout cas. Eh bien, pourquoi il a fait ça? Je ne le connaissais pas. Parce qu'il y avait aussi l'homosexualité aussi. Ça existait, ça aussi. Et il m'a jamais été incorrect avec moi. Et tous les jours, il me remettait un petit peu dans ma gamelle, que ce soit le midi ou le soir. Et moi, quand on avait droit à des cigarettes à la fin du mois, parce que on avait droit, on avait soi-disant une cantine, quand je touchais mes cigarettes, les cigarettes, c'était de l'or à l'époque, parce qu'on pouvait acheter n'importe quoi avec des cigarettes. Je les donnais à la Mecque, sans hésiter, parce que peut-être qu'il m'a sauvé la vie, cet homme. Il est mort, lui aussi. Quand il a fallu évacuer le camp, je ne sais pas, il paraît qu'il était décédé. Mais cet homme, je peux dire qu'il m'a probablement sauvé la vie. Si j'avais été à Dikérov, soulever des sacs de ciment, je n'aurais jamais pu. On avait un Tchèque qui était l'autre chef de chambrée, il s'appelait Joseph, c'était un Tchèque. Il ne nous aimait pas à cause des accords de Munich. Mais c'est idiot, je dis idiot parce que je suis poli, mais s'il avait réfléchi un peu, c'est que si nous on était là, comme lui, le triangle rouge, c'est qu'on luttait contre le même ennemi et il ne nous aimait pas, à cause de Munich. Je pense que c'est ça. J'ai pas eu l'occasion de lui parler, il était inabordable. Par contre, le matin, il se gênait pas pour nous taper dessus avec son air de bœuf, pour qu'on aille plus vite à l'appel. Et puis un beau soir, je l'ai vu, il faisait partie de l'orchestre du camp, il jouait du violon. Et je me suis dit, heureusement que la musique adoucit les mœurs. Comment il serait sinon? Il nous aimait pas, pourquoi? Parce qu'il y avait cette différence de langage. On n'a jamais pu discuter avec lui. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste. Nous sommes en compagnie de Julien Legros. Vous venez d'entendre la voix de Jean Villeray. Julien Legros a fait un livre avec Jean Villeray qui s'appelle « Un jour, nos voix se tairont ». Et nous allons continuer un petit peu à parler de Jean Villeray, justement de son itinéraire. On a entendu là maintenant ce qui se passait dans les camps, on en a parlé un peu précédemment, mais Jean Villeray tenait beaucoup, alors est-ce qu'il a commencé dès le début, à parler à des jeunes, à parler à des adultes de ce qu'il avait vécu. Je crois que c'était difficile, quand il est revenu, de parler des expériences des camps. Alors, ça n'a pas été difficile au sens où il n'y arrivait pas. C'est tout simplement que la vie reprenait et que cette parole-là était assez peu entendue. Donc, il était père de famille, et il a fallu retrouver un travail. Donc, il a fait comme on l'a dit avant, un long chemin avec EDF, GDF, avec les maisons familiales dont il était économe. Il a eu divers postes, etc. Et puis, à partir d'un moment, il y a eu la volonté, notamment des établissements scolaires, de chercher des témoins. Et donc, Jean a été disponible, a répondu présent, et donc il a commencé naturellement à accompagner des groupes scolaires au Struthof, puisque le camp cherchait aussi des témoins. Il se trouve qu'il faisait aussi partie de l'amicale du camp, dont le président actuel, Jean-Luc Schwab, a rédigé la préface du livre. Donc il a témoigné assez facilement. Et d'ailleurs, à la fin du livre,
il y a une reproduction de certaines des lettres qui étaient adressées à Jean, puisque chez lui, il y avait des centaines et des centaines de courriers, de dessins de gamins qu'il remerciait. Il gardait tout, alors il gardait tout, et évidemment, ça le touchait énormément. Et puis, il y a des réflexions très matures de certains gamins. Il y en a qui font sourire, du style « Est-ce que vous avez connu Hitler ?» Mais voilà, ça représente aussi cette jeunesse de France qui a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et puis, les élèves du concours national de la résistance et de la déportation, Jean faisait partie du jury pour le Val-de-Marne et était extrêmement intéressé par son témoignage. Alors justement, dans les maisons familiales, il y avait déjà des jeunes. Est-ce qu'il a commencé à leur parler justement ou est-ce qu'on l'a interrogé sur sa vie de résistant, de déporté? Le premier déclic, c'est que quand il s'occupait d'une maison familiale qui s'appelle l'Aigle Blanc à Val d'Isère, il faisait des soirées cabaret. Et donc, il a commencé à reprendre du Pierre Segers. Et donc, voilà, petit à petit, là, il a commencé à raconter son parcours. Et c'est un peu le début de ce qu'allaient devenir les nombreux témoignages qu'il allait donner dans les établissements scolaires, mais bien plus tard, à l'initiative de l'Union des anciens combattants du Val-de-Marne qui vont le contacter. Et puis après, ça n'arrêtera pas jusqu'à sa disparition. Alors il avait le goût du théâtre, en somme. Il voulait se mettre en scène aussi. Puis il parlait devant plusieurs personnes, comme il avait l'habitude de le faire, surtout devant des élèves, c'est pas facile. Il faut avoir déjà un goût d'expliquer, c'est pas facile, et en même temps de se faire écouter. Oui, mais il y a toujours eu cette sincérité et cette humanité que les jeunes ont ressenti tout de suite, quoi. Je l'ai vu dans plusieurs cadres comme ça, que ce soit avec des élèves de primaire ou des collégiens. Il était extrêmement naturel, il n'était pas donneur de leçons. Et comme je le disais précédemment, il avait cette façon d'aborder les jeunes de façon directe pour transmettre son message de fraternité, son message assez antimilitariste. Dans le livre, il fait une pique au président de la République sur le fait qu'il avait fait un discours dans lequel déjà, à ce moment-là, il parlait de réarmer, de réarmer la France, d'augmenter le budget militaire. Et donc, Jean était vent debout contre ça. Il était très inquiet aussi par rapport aux questions d'écologie. Donc voilà, tous ces points de vue qu'il avait et puis qui sont tirés de son vécu nous donnent encore à réfléchir aujourd'hui. Alors on va réécouter un dernier extrait donc, de l'entretien avec Jean Villeray, justement où il parle de cette transmission, où il a envie de comment il souhaite transmettre. Quand j'ai eu le typhus et les résipelles, j'étais tombé, je ne pouvais plus manger parce que on avait touché un colis vers le 15 mars. Je n'ai pas pu toucher à ce colis parce que je ne pouvais plus manger. Ça m'arrive encore aujourd'hui, mais ça c'est parce que c'est mon organisme qui a tellement souffert au cours de toutes ces années. Mais là, je ne pouvais même pas avaler un dé à coude de pain. J'étais resté trop longtemps sans manger. Et mes camarades me disaient, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et quand il fallait m'emmener aux toilettes, c'était un Stoubedins yougoslave qui me prenait dans ses bras, qui m'emmenait aux toilettes et qui me ramenait. Et ça, je suis arrivé au bord de l'abîme et je suis revenu. J'ai eu une chance, c'est une chance inouïe dans le fond. Après la libération du camp, on nous a mis dans le camp SS. Là, on était à l'aise. On avait un bâtiment pour nous. On faisait ce qu'on voulait. On avait des draps. On faisait pas. On était comme des coqs en pâte, disons. À part qu'on n'avait pas une grosse nourriture, on était obligé de sortir
Je suis sorti 2 fois avec un de mes camarades pour aller dans les fermes, alors qu'on n'avait pas le droit, les copains, amuser la sentinelle américaine pendant qu'ils l'amusaient et nous on passait par derrière. On allait dans les campagnes, on revenait dans l'après-midi et la sentinelle était bien obligée de nous laisser revenir au camp. On l'a fait 2 fois. Donc j'avais véritablement repris du poil de la bête. Mais j'ai jamais arrêté depuis que je suis revenu. À chaque occasion, je racontais. On ne s'est pas battu pour voir la guerre d'Indochine, pour voir la guerre d'Algérie, pour voir toutes les guerres qu'il y a eu depuis. Je ne parle pas pour moi. Moi, si je témoigne, je témoigne pour tous les autres, ceux qui ne sont pas revenus. Et je leur ai dit, on nous a trahis. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un volcan. On me demande ce que je pense de la guerre en Érythrée. Je leur dis, mais on ne s'est pas battu pour voir ça aujourd'hui. Moi, j'étais persuadé que ça allait être Noël tous les jours. Il y avait des journalistes à l'époque, je discutais avec 2 journalistes déportés, pourtant. Et j'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Ils m'ont dit, mais ça va pas se passer comme ça. Oui, parce que j'avais pas imaginé tous les dessous politiques de ce qui allait arriver. J'étais pas encore assez mûr, disons, pour m'apercevoir de ça. Et je m'aperçois aujourd'hui que de ce côté-là, j'ai fait un peu fausse route. C'est pourquoi je témoigne, c'est pourquoi j'explique aux jeunes ce que c'est que la vie. Et puis au fil des années, on s'aperçoit véritablement qu'on a cru un peu au Père Noël en définitive. Mais c'est pour ça que je continue à témoigner, c'est pour ça que je vous témoigne aujourd'hui aussi. J'ai fait des discours à EDF, à GDF, à toutes les cérémonies qu'on peut faire, et je leur explique quand même, je leur cite Beethoven. Beethoven qui a fait son hymne à la joie, peuple des cités lointaines. C'est vieux, ça. Je leur dis, mais Beethoven, il voyait grand, parce que peuple des cités lointaines, ça veut dire c'est l'univers. Et je l'ai appris, cette chanson. C'est comme la voix du rêve. Cette chanson, elle est restée dans mon oreille. Je l'ai appris je pense que c'est en 1935 que j'ai appris ce chant de Beethoven. Et je le cite. Déjà, lui, il y croyait à ça. Ce que je dis aux jeunes, je dis, nous sommes une pyramide. L'univers, c'est une pyramide de milliards de personnes. Et si la base s'écroule, c'est tout le restant qui s'écroule. Donc la base, on doit aussi en tenir compte. Je leur dis, la vie, c'est l'amitié, c'est l'amour entre les êtres humains. C'est tout, c'est de ne pas tenir compte de la couleur des autres. Moi, j'enseigne la bonté, l'amour, l'amitié. Et puis dans d'autres, pour des motifs religieux ou autres, on assassine quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idées. Pour moi, qui a une importance considérable, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors vous venez d'entendre à nouveau l'extrait du discours de Jean Villeray, qui a été repris d'ailleurs et développé dans le livre qui s'appelle « Un jour nos voix se tairont ». Et nous sommes en présence de Julien Legros qui a mené cet entretien avec Jean Villeray pendant longtemps, pendant plusieurs années, peut-être pas de façon continue, mais enfin c'était un travail assez long pour écrire ce livre. Oui, c'était un travail assez long, mais en même temps, ça a été assez facile, puisque Jean, comme tu l'as entendu dans ses différentes interventions, était un bon client, comme on dit dans les médias. Un bon conteur aussi. Un bon conteur, et donc de loin en loin, de 2019 à 2022, donc compiler donc, cette parole a été assez aisé, et puis agréable aussi, dans ce qu'il a à nous dire sur à la fois le passé et puis le présent. C'est un peu tarte à la crème, mais l'idée que ça puisse se reproduire à une certaine acuité.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, Julien Legros, toi tu reprends les réactions des jeunes dans les classes. Il y a pas mal de remarques qui sont assez intéressantes. Enfin, il y en a plusieurs, on va peut-être pas toutes les citer. J'en ai vu une ou deux, si tu retombes dessus dans le livre. Oui, il y a des choses qui rappellent un peu les perles de Jean-Charles, puisque tu te rappelles de ce style de livre. Il y en a une de Nolan. Vous nous avez sauvés, merci, sans vous on allait tous être allemands. Donc évidemment ça fait sourire, mais il y a des choses également plus mûres, hein. Donc faut le rappeler, Jean allait dans des classes qui allaient de la primaire à la seconde. Donc oui. Évidemment il y a des réactions un peu juvéniles. Mais les jeunes n'hésitaient pas alors à réagir, n'hésitaient pas à parler. Et puis le sous-titre d'une partie d'un certain Saïd Nessim, c'est « Vous êtes un exemple pour les jeunes que nous sommes, rebelle un jour, rebelle toujours ». Jean a toujours été rebelle, il a jamais été encarté. Il avait une sympathie pour le Parti communiste, mais il n'en a pas fait partie. Son franc-parler a pu lui causer du tort. Une simple anecdote par rapport à Georges Marchais, il avait fait remarquer à l'époque où il y avait la volonté par un ministre que les travailleurs du service du travail obligatoire soient appelés des déportés du travail. Il s'était insurgé, il avait rappelé que Georges Marchais était parti dans le cadre du STO et ça n'avait pas plu et donc ça avait empêché notamment que son fils ait une promotion dans EDF-GDF. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours eu cette liberté de ton, de parole, et il l'a eu jusqu'au bout, et c'est certainement aussi pour ça que son message passait bien à travers les jeunes. Et aussi le fait qu'il n'en rajoutait pas, il cherchait pas à se glorifier, il cherchait pas à magnifier son parcours en s'attribuant des exploits, il racontait ce qu'il avait vécu de façon très brute, et puis toutes les erreurs aussi d'un parcours de jeune homme de 20 ans. Alors, ce qui est intéressant quand on raconte justement la vie d'un personnage comme Jean Villeray, c'est de l'avoir fait quand il était vivant. Ne pas faire quelque chose après, quand il était plus là et qu'il ne pouvait pas le vérifier. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que comme ça, on apprend ses réactions, certainement, sur l'actualité, sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il était inquiet, par exemple, de la montée de l'extrême droite en Europe ? Oui, dans le livre, on parle de Giorgia Meloni, on parle Javier Milei en Argentine n'avait pas encore pris le pouvoir, mais il a cette belle réflexion sur l'état du monde en disant qu'on est en train de danser sur un volcan. Il évoque Éric Zemmour, selon lequel, soi-disant, Pétain aurait sauvé les Juifs français. Donc il suffit de lire le livre de Laurent Joly, La falsification de l'histoire, pour se rendre compte à quel point c'est une billevesée. Enfin voilà, Jean était toujours extrêmement attentif à l'actualité, et puis il tenait à ce que cette parole des déportés continue à porter. Et donc c'est à nous collectivement, c'est un peu la fin du livre, de trouver des façons, des biais pour que cette parole puisse exister avec des modes divers, à travers des œuvres de création, pourquoi pas, et puis évidemment l'enseignement. Oui, parce que ce livre ne s'adresse pas qu'aux spécialistes, des gens, des déportés, tout ça. Il veut, ce livre, s'adresser à tout le monde. Et il est fait d'ailleurs dans le style aussi pour s'adresser à tout le monde. Est-ce que c'est tes questions de type journalistique qui l'ont poussé, mais il parlait de façon très simple, et ça se lit vraiment de façon très simple. Donc, est-ce que ce livre, justement, tu souhaites qu'il ait une diffusion importante, y compris dans les écoles ?
Ça serait l'idéal, effectivement. Il y a un adjoint au maire aux anciens combattants d'Alfortville, donc qui est récemment décédé, donc qui a beaucoup accompagné Jean lors de ses interventions, qui disait effectivement que ce livre se lisait facilement, alors que lui-même c'était aussi un ancien adjoint au sport. La littérature, c'était pas nécessairement son truc. Il a réussi à rentrer dans le livre facilement. Et donc, tant mieux, c'est effectivement le but, c'est de toucher le plus large public possible. Donc, comme tu l'as dit, je suis journaliste, je ne suis pas historien. Il y a des gens beaucoup plus pointus et aguerris qui font ce travail-là. C'est un livre de témoignages et j'espère que la parole de ce petit bonhomme qui faisait 1m59 mais qui était un grand monsieur va continuer à porter, et puis on va essayer de faire un certain nombre d'initiatives à travers le 80e anniversaire de la libération des camps, donc en 2025, pour continuer à porter cette mémoire. Alors, est-ce que tu penses que si on demandait à Gabriel Attal pour le choc des savoirs de l'inscrire au programme, comment ça se passerait avec la situation actuelle qui se passe dans l'enseignement? Tu es journaliste, tu n'es pas enseignant, mais tu t'intéresses puisque ton père était dans l'enseignement. Je suis comme beaucoup assez inquiet de l'affaissement de l'éducation nationale. J'avais pas cette vocation pour être enseignant, mais j'ai beaucoup de respect pour les enseignants, et donc ce qu'on est en train de constater ne peut que m'inquiéter. Alors, quels ont été tes rapports avec l'Afrique et le jazz? Parce que je crois que tu as participé à TSF Jazz. Non, ou tu dois l'écouter? Alors, j'ai été donc stagiaire journaliste à TSF Jazz, mais le jazz, c'est encore par le biais militant de mon père, donc qui était un militant révolutionnaire et qui écoutait beaucoup de free jazz notamment, mais pas que, et donc ça a toujours accompagné mon parcours, et du jazz aux musiques africaines, il n'y a qu'un pas que j'ai franchi allègrement en faisant divers articles sur les musiques africaines, oui. Alors, sur ton site, qui est très bien fait et que je conseille d'aller voir, donc Julien Legros, le site, la page Facebook, plutôt que sur le site, c'est sur la page Facebook que je suis allé voir, et j'ai vu qu'il y avait l'annonce d'un spectacle de Chérif Soumano. Alors bon, je ne connaissais pas bien ce musicien. On va l'écouter un petit peu. C'est un morceau qui a été enregistré au festival Altitude Jazz de 2017 et qui dure un certain temps, mais ça nous permettra après de conclure cette émission. Alors on va écouter donc Chérif Soumano.
Vous avez entendu donc là une musique de Chérif Soumano accompagnée de Sébastien Gignot, c'est bien ça. Et Sébastien Gignot, donc, tu le connais aussi, Julien Legros, tu as eu l'occasion de suivre ses concerts. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais effectivement, c'est la belle ouvrage, ce qu'ils font ensemble. Et puis, Chérif Soumano, c'est un peu une des étoiles montantes de la kora du Mali. Donc, c'est cet instrument qu'il a amplifié. Et donc, il a un son extraordinaire. Et puis, il a joué avec tous les grands comme Roberto Fonseca, Marcus Miller. Il fait vraiment partie de cette nouvelle génération de jeunes artistes qu'il faut suivre. Alors, Julien Legros, il me semble que tu es un spécialiste du jazz. Est-ce que tu as connu Cabu quand il faisait des émissions à TSF Jazz? Alors, malheureusement, j'ai pas eu la chance de connaître Cabu, mais je le déplore parce que c'était vraiment quelqu'un de bien et attachant. En revanche, j'ai eu la chance d'offrir 2 disques de jazz à Ciné, qui était aussi un grand fan de jazz. Donc quand je suis allé à la rédaction de Ciné mensuel, donc l'un c'était Joe Lovano et puis l'autre c'était Robert Glasper qui est de la nouvelle génération que Ciné connaissait pas. Et puis malheureusement il nous a quittés peu de temps après, mais parler de jazz avec Ciné, on perd pas son temps. Alors justement, Ciné Jazz, pas Ciné Jazz, mais Ciné mensuel continue. C'est un journal qui est toujours intéressant. Et il n'y a pas eu, moi je me souviens pas d'avoir lu tellement d'articles sur le jazz dans Ciné mensuel. Bon, on va dire à Catherine voilà, on va le dire et à toute l'équipe d'y remédier, absolument. Bon, alors c'est toi qui vas peut-être faire les articles. Bon, on fait un appel à contribution. Voilà. Non, mais j'ai lu aussi que ton père aimait beaucoup Jacques Higelin, Bernard Lavilliers, que c'était aussi qu'il les écoutait assez régulièrement. Est-ce que tu as été formé justement dans ces chansons qui sont quand même des chansons engagées? Oui, absolument. J'aime beaucoup ces chansons-là, et puis ça fait partie du répertoire que j'écoute, oui, tout à fait, ouais. Bon, alors maintenant, qui il te reste à interviewer est-ce que tu as encore des personnages que tu as, justement... Il y a un projet, puisque tu me poses la question, donc il doit paraître aux éditions Libertalia, que tu connais. Donc ça va être à la fin du mois de mai, donc c'est... le portrait de René Moustard qui était le président de la Fédération sportive et gymnique du travail, donc grand militant du sport populaire, de ce qu'on appelle le sport populaire. Il se trouve qu'il y a un événement dont tu as peut-être entendu parler, qui s'appelle les Jeux Olympiques, qui va nous tomber dessus. Et donc... contre le sport de très haute performance, cette modalité du sport populaire, c'est quelque chose qui fait du bien et qui donne un autre son de cloche sur le sport. Donc, j'ai fait des entretiens avec René par l'intermédiaire de René Gaudy, donc spécialiste des syndicats, qui lui-même en a parlé à
Claude Pentier, que tu connais, qui m'en a reparlé. Donc cette histoire m'est tombée un peu, encore comme avec Jean finalement, un peu par hasard, et donc j'en suis ravi. Alors, tu as parlé de Claude Pentier. Tu sais que Claude Pentier a été souvent invité dans cette émission pour parler du dictionnaire et puis en même temps des difficultés qu'il rencontre aujourd'hui le dictionnaire Métron. Mais est-ce que tu as eu l'occasion justement de faire des biographies, comme il dit, des notices pour le dictionnaire ? Alors, j'ai travaillé donc aux archives, donc au service historique de la défense de Vincennes et à Caen pour améliorer et enrichir des biographies dans le cadre de ce qu'on appelle le métron des fusillés. Mais malheureusement, en raison des difficultés auxquelles tu es bien informé, donc tout ce travail est mis en suspens. Voilà, c'est ça. Mais quand même, on espère que ça se verra le jour, d'autant plus que ce dictionnaire des fusillés a eu beaucoup pas de succès, mais enfin a été très diffusé par rapport même à d'autres dictionnaires. Nous, on a eu le dictionnaire des anarchistes. Mais le dictionnaire des fusillés, je sais que ça a très bien marché, qu'il y a eu beaucoup de rencontres, de réunions là-dessus. Mais tu penses qu'il faut encore le compléter, c'est-à-dire qu'il y a des gens que tu connais qui ne sont pas encore dans le métron. Oui, et puis il y a des notices qui doivent être complétées, enrichies, modifiées. Il y a aussi des erreurs biographiques, donc c'est un travail permanent. Mais là pour le coup, c'est plutôt Claude Pentier et son équipe qui sont qualifiés pour en parler des plus de 200 000 notices biographiques qui étaient en ligne qui sont en ligne sur le site metron.fr. Alors Claude Pentier, comme je te disais, il a été invité donc dans cette émission pour parler même de livres écrits par d'autres historiens. Et il a eu un petit souci avec nous, notre entretien, parce que on a découvert que des responsables du CNRS écoutaient l'émission Civis Pacem. Et comme il avait fait une réflexion, je ne sais plus trop comment, sur le dictionnaire, qui était en difficulté, on le lui a reproché. Alors j'ai dit, mais comment ils écoutent l'émission Civis Pacem ? Nous avons un grand auditoire, mais... Alors... Bon, là, tu viens de remettre une pièce dans le jukebox, là. Oui, non, mais on espère quand même que ce dictionnaire va continuer à être alimenté, parce que je crois qu'il a été arrêté mais ça va faire 1 an. Et est-ce qu'il y a une perspective ? Est-ce que tu as plus d'informations que nous pour savoir où en est justement cette tractation avec le CNRS ? Je sais qu'il y a des discussions, mais je peux pas en dire plus parce que c'est pas moi qui suis le mieux placé pour en parler. Le mieux, ça serait de réinviter Claude pour aborder cette question. Bon, c'est ce qu'on va faire alors. Bon, Julien Legros, je te remercie. Je voulais juste te dire un petit mot donc par rapport à l'actualité sur le livre. Donc ça va être le 80e anniversaire de la découverte du camp du Natzweiler Struthof par les Américains. Et donc le 29 octobre 2024, il y aura une conférence au mémorial des martyrs de la déportation donc sur l'île de la Cité, que je vais essayer d'animer avec une jeune chercheuse qui a travaillé sur le camp. Donc ça fait partie des événements de l'agenda qu'on va essayer de mettre en place pour rendre hommage à Jean et pas que. Donc évidemment, je t'informerai des différents événements qui auront lieu. Ah oui, c'est très intéressant parce qu'on pourra peut-être enregistrer une partie de ce qui va être présenté et peut-être le repasser après dans notre émission, puis revenir dans l'émission pour nous dire ce qui s'est passé. Alors, il faut rappeler, donc la date, c'est Donc le 29 octobre, mardi 29 octobre 2024. Octobre, l'adresse. Donc ça sera au mémorial des martyrs de la déportation sur l'île de la Cité. Et donc je te donnerai davantage d'informations sur
sur les modalités, puisque en fait c'est les hauts lieux de mémoire d'Île-de-France dont fait partie le mémorial du Mont Valérien. Dans le livre, il est bien dit que plusieurs des camarades de Jean Villeray de son réseau ont été fusillés là-bas. Donc le fait que le Mont Valérien, par cette initiative, rende hommage à Jean, ça fait sens. Oui. Alors, on va donc, je rappelle encore le titre du livre, Jean Villeray, Un jour nos voix se tairont. Donc ça a été publié aux éditions Alizio. Voilà, j'ai vu qu'ils avaient tout un catalogue intéressant. Et puis on va terminer alors avec une chanson que peut-être ton père écoutait, La croisade des enfants de Jacques Higelin. Et ce sera notre conclusion. Merci beaucoup Bernard. Merci à tous et à la semaine prochaine. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie. Petit pour les grands, assez grand pour la vie.